La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Dans ce nouvel épisode, nous recevons le comédien Pascal Elbé, qui ne quitte pas nos écrans de cinéma depuis les années 90 et qui incarne d'ailleurs régulièrement des personnages séfarades. Le dernier en date est l'oncle Jacob du Petit Blond dans la Casbah, film d'Alexandre Arcadi qui retrace les derniers moments d'une famille juive d'Alger avant son départ précipité pour la France. Le film est sorti en novembre dernier, juste après le massacre du 7 octobre, qui a bouleversé et bouleverse encore les juifs du monde entier. Pascal Elbé, né en France de parents juifs algériens, fait partie des personnalités qui n'ont pas hésité à prendre immédiatement la parole pour dénoncer la vague d'antisémitisme qui survient depuis cette date. Et c'est pourquoi nous sommes très heureuses d'échanger avec lui aujourd'hui. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire algérienne de votre famille ? En 2 minutes. Non, je rigole. Oh, il faut pas tellement plus. C'est l'histoire de ma famille, comme la plupart des familles, on va dire, originaires d'Algérie. C'est, évidemment, c'est le départ. C'est après quand il y a eu les événements, on fait partie de ces... c'est comme... parce que j'ai vu un film hier qui s'appelle Une vie, vous savez, avec Anthony Hopkins. Eux, ils parlent dans le film, c'est assez spécial d'ailleurs quand on l'entend, ils parlent de réfugiés. Mmh. On était, nous, déjà les premiers réfugiés sur la route de France. Avant nous, il y avait eu les Italiens, les Portugais, puis après, il y a eu les Juifs séfarades qui sont arrivés. Et après l'Algérie, ça a été cette famille qui a dû, comme tous les gens déplacés, qui ont dû d'abord... comment dirais-je, épouser, on va dire, cette dame un peu capricieuse qu'est la France. Donc nous, on est arrivés, on était complètement... il y avait ce souci de mes parents d'intégration absolue. D'ailleurs, parfois, c'était au prix parfois d'oublier, parfois même une partie de son identité, mais c'était aussi notre force à nous, c'était de ce besoin absolu de s'assimiler. Si on revient un peu en arrière, votre famille, elle était en Algérie depuis quand et où, vous savez ? Ah oui, vous savez, moi j'ai une grand-mère qui est aussi maternelle, qui était espagnole. Vous voyez, donc c'est un gros mélange. Et j'avais même mon autre grand-mère paternelle qui, elle, avait des origines polonaises aussi. Et c'est une famille... mon père était de ce qu'on appelait Bonne, vous savez, à l'époque, qui était le plus grand port marchand de la région. Et toute ma famille maternelle venait d'Alger. Donc c'est... quand on remonte très loin, vous savez, on a ces origines... séfarades très ancrées et qui se mélangent et on est dans cette culture aussi très orientale. Tout à fait. Donc évidemment aujourd'hui ça résonne un peu douloureusement parce qu'on a l'impression qu'on se mélange, qu'on se trompe d'ennemis. On est quand même assez cousins, assez proches, mais finalement on est souvent les seuls à le rappeler. Et juste sur l'Algérie, est-ce que votre famille, parce qu'on sait qu'il y a eu le décret Crémieux en Algérie, donc c'est quand même une histoire assez particulière, différente d'ailleurs de la Tunisie et du Maroc. Alors est-ce que votre famille était très francisée quand même quand ils sont arrivés ? Évidemment, tous les Algériens, on était les Algérois, comme on disait, on était tous très francisés puisque on faisait notre communion. Voilà, c'est ça. Il faut que je vienne après pour comprendre que c'était une bar mitzvah et puis on fêtait Noël. Évidemment, le décret Crémieux nous a fait passer souvent pour des Français avant même d'être juifs. C'était notre fierté française et c'est aussi le gros problème de cette histoire algérienne. Notre souci là-dessus, c'est vrai que quand on regarde mes copains marocains ou tunisiens, il y a cette histoire qui est beaucoup moins trouble, qui est plus simple à raconter. Nous, on a quand même un narratif très compliqué sur cette histoire d'Algérie. Et à côté de ça, finalement, le temps et la grande histoire, finalement, vous reprend par la main, vous rattrape, et vous êtes obligé de savoir ce que vous êtes au fond. Et au fond, c'était pas le décret Crémieux qui nous définissait, au fond, c'était nos origines, c'est notre sang, c'est notre culture. Et ça, il n'y a aucun décret qui peut passer au-dessus. Et à l'arrivée, on est redevenu des juifs errants. C'est le sens de ce podcast aussi, de revenir aux origines de ce que c'est être juif au Maghreb, en Afrique du Nord, et c'est pas ce qu'on croit souvent. Mais alors, comment vous êtes arrivé de Alger à Strasbourg ? Je crois que vous avez grandi à Strasbourg. C'est ça. Alors, c'est simple. Mon père était cheminot, travaillait à la SNCF, donc il était missionné pour aller... Et puis, ils se sont retrouvés après Paris, l'Algérie, Paris, puis après Paris... l'Alsace, on s'est retrouvés. C'était pour rester 1 an ou 2. Finalement, on a passé 20 ans là-bas. Et pareil,
complètement assimilé. J'ai pas du tout grandi dans la communauté juive qui est pourtant très importante, à Strasbourg, bien sûr, communauté juive d'Algérie aussi très importante. J'ai pas grandi dans la diaspora. J'allais vous dire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être ma chance, c'est de n'avoir jamais été communautarisé. J'ai toujours aimé ma communauté sans jamais être, comment dirais-je... enfermé. Oui, enfermé, parce que le communautarisme peut aussi enfermer. Et, il rassure, il conforte, mais il enferme. Moi, j'ai jamais grandi là-dedans. J'ai toujours eu un pied entre deux cultures permanentes. Mais c'est aussi une façon toujours de se faire accepter et de se faire aimer. On peut penser que ça passe par oublier un peu ce qu'on est pour essayer d'aller vers l'autre. Et puis plus tard, avec le temps, avec l'expérience, on comprend que, en fait, il faut pas avancer masqué. Il faut se définir tel qu'on est. Il faut surtout pas avoir peur de ce qu'on peut être ou représenter. Parce que de toute façon, on viendra nous chercher sur ce terrain-là un jour ou l'autre. Et ce jour-là, on sera justement peut-être en position de faiblesse parce qu'on a essayé de le cacher. Donc il faut l'assumer. Mais c'est vrai qu'on a une histoire quand même assez compliquée sur ce départ qui était très douloureux. Nous, on n'a pas le droit de retour comme nos amis tunisiens ou marocains qui ont pu toujours finalement revenir. Nous, on a été coupés en deux. Il y a toujours eu une espèce de mélancolie, voire de nostalgie quand on écoute nos aînés. Il y a quelque chose d'assez, il y a quelque chose qui s'est pas fait en fait. Ce départ, il a été douloureux. Il y a quelque chose qui est assez frustrant dans cette histoire algérienne. Mais justement, est-ce qu'on parlait de l'Algérie chez vous? Est-ce que vos parents ou vos grands-parents, je ne sais pas, vous ont transmis en tout cas cette histoire, ces racines-là? Oui, absolument. On se sentait très français avec cette espèce de fierté. Vous savez, on se sentait aussi très français parce que c'est toujours cette peur de devoir repartir. Donc pour être admis, pour se faire accepter, on fait beaucoup de concessions. Donc on était surtout français, mais au fond, évidemment qu'on avait cette culture très ancrée lors des traditions. Nous, on n'était pas religieux, mais on avait quand même une tradition. Et c'est ce qui nous liait. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a pensé, ce qui nous liait avec l'autre communauté, j'allais dire maghrébine. On avait tous ces points communs de par la langue, la tradition, l'art. Je veux dire, il y a plein de choses qui nous lient avant de nous séparer, évidemment. Mais avec l'Algérie, c'est vrai que non, on était quand même, on nous parlait quand même et parfois trop. Parfois justement, vous savez, c'est à l'inverse parce que je sais qu'il y a une édition qui ressort là de Maus, et finalement ce fils qui a reproché ce silence à son père, qui était comme une espèce de coquille d'apparence vide, qui refusait de parler de ce passé et de transmettre notre histoire. Nous, parfois, c'était l'inverse. On vivait dans cette communauté d'Algérie, on a très longtemps vécu dans la nostalgie, la mélancolie du passé, et on nous a refusé un peu le présent et l'avenir. Donc notre responsabilité aussi, c'est d'évoquer le passé, de le convoquer, mais ne jamais oublier que les gens à qui on va le raconter, c'est des gens qui s'inscrivent dans le présent. Et on peut pas leur faire porter le c'est mieux avant, et c'était comme ça là-bas, c'était comme ça là-bas, et aujourd'hui c'est comme ça ici. Et vous avez senti vos parents tristes, déchirés, c'est ça Ma mère, non. Ma mère, elle avait quelque chose de beaucoup plus solaire, comment dirais-je, elle avait besoin d'avancer. Et peut-être que c'est ma chance, je tiens ça d'elle. On n'était pas, on va dire, on n'avait pas les yeux sur le rétroviseur. On se dit, aujourd'hui notre vie, c'est ça. Mais sinon, une partie de ma famille, et je vois avec mes amis pareil, il y avait toujours cet aspect, on voulait pas partir, on était là-bas, et je vois, quand je tourne quand je lis ou quand je tourne avec tous les gens proches de l'univers d'Arcadie, il y a quand même cette espèce pas de sentimentalisme, mais de mélancolie qui peut être un peu lourde à porter pour les générations futures. Pour autant, finalement, si des gens comme Arcadie n'avaient pas raconté cette histoire-là, qui concerne quand même un peu d'1 million de personnes, cette histoire serait passée aux oubliettes. On a besoin quand même que nos aînés nous ramènent aussi à leur histoire. Moi, avant que ma grand-mère parte, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais raconte-moi mes ancêtres, raconte-moi mes arrière-grands-parents, comment ils s'appelaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, je veux connaître mon histoire, sinon... Oui, on a du mal à avancer si on... Ah bah oui, puis il faut rendre hommage à ceux grâce à qui on est là. Et est-ce que c'était quoi le judaïsme? Vous l'avez dit, vous n'étiez pas religieux. Comment on vous a transmis le judaïsme en plus de l'Algérie? Le judaïsme, pour moi, ça démarrait par ce qu'il y avait sur la table, par les beignets, par les macroutes, c'était d'abord ça, c'était ces mots en arabe qui nous reliaient ou qui nous faisaient rire parce on se rendait compte qu'on avait tous ces points en commun. Moi, j'ai pas grandi encore une fois
dans la communauté. Donc quand je suis arrivé à Paris, que je voyais que j'avais des copains qui utilisaient les mêmes mots, tout d'un coup c'était le sésame, c'était les formules magiques. Tout d'un coup on avait la même éducation. Ça passe par ça, par cette culture. C'était pas par la foi, moi, que je suis rentré par cette identité. Vous faisiez Shabbat ou ce genre de les fêtes? Non, j'ai fait longtemps, mais avec mes parents, on faisait pas Shabbat. On avait cette tradition on faisait Pessah, on faisait Kippour, et puis ça s'arrêtait là. Vous savez, comme beaucoup de juifs algériens, on était surtout français. Il fallait pas qu'on fasse trop de vagues. Et parfois, j'en ai un peu voulu aussi à cette éducation-là de devoir faire profil bas en permanence, de devoir se faire assimiler, accepter. Encore une fois, le prix à payer peut être douloureux parce que c'est se dissoudre, se perdre un peu quelque part. Et est-ce qu'on vous parlait d'Israël? Est-ce que ça, il y avait un lien, un sionisme dans vos familles qui étaient partis d'Algérie? Non, il n'y avait pas ce problème avec Israël. Je dis problème, vous avez vu. Oui. Non, évidemment, il y avait toujours des vieux bouquins sur Moshe Dayan. C'était pour nous, c'était toujours cette espèce de héros lointain et tout. Mais non, il n'y avait pas cette transmission. Je l'ai appris plus tard, ça. Tout ce qui me rattachait à l'Eretz, à cette histoire-là. Non, c'était... oui, c'est pour ça que c'est important avec nos jeunes aussi de les amener à tout ça, parce que finalement, on se coupe très vite, même entre nous, gens de communauté, entre Séfarade et Ashkénaze, le fait de ne pas avoir la même histoire, parfois on s'est parlé comme si on était des voisins, ou pas des ennemis, mais en tout cas, on n'appartenait pas à la même famille. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte qu'on est, ce qui définit même l'âme du peuple juif, c'est cette identité générale, totale. On se définit pas que par notre religion. Compliqué, hein, vous savez, c'est quand même et c'est pour ça qu'on fait des films, des bouquins, c'est pour ça que c'est une histoire millénaire complètement folle. C'est un gros bordel d'être juif. C'est vrai. Et c'est ça qui est bien quand on est artiste, c'est qu'il y a tellement de choses à régler, à résoudre, à évoquer. Évidemment, c'est très riche. Mais vous avez toujours revendiqué, en tout cas, cette identité d'Afrique du Nord ou séfarade. Enfin, comment ça a toujours été naturel chez vous? Oui, parce que je me suis souvent senti comme un peu l'oiseau exotique. Parce que comme j'étais pas dans une communauté, j'étais un peu le juif. Donc je me suis toujours dit que c'était quelque chose qui pouvait m'amener ailleurs, qui pouvait me porter, qui pouvait me définir, qui pouvait me rendre plus singulier plutôt que d'avoir à me rendre différent, comment dirais-je, j'ai l'air presque de m'exclure. Non, j'ai toujours... au fond de moi, j'avais toujours un espèce de, comment dirais-je, de conviction que si je le cachais, ce serait à mon détriment, qu'un jour j'allais le regretter. Et donc non, oui, je me suis toujours défini. Il faut pas se cacher, il faut s'assumer, et il faut avoir parfois le courage de ses origines. Mais les gens savaient quand vous étiez enfant, ado, donc vous n'aviez pas d'amis juifs, d'après ce que je comprends, ou très peu. Mais les autres savaient que vous étiez juif. Je veux dire, c'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident. Vous savez, la seule fois où je me suis senti juif et je pouvais pas avoir ni honte, c'était pas non plus un sentiment de fierté, mais un sentiment terrible de douleur. Je me rappelle, on faisait une sortie scolaire à la piscine, et je sais que il y avait un autre petit juif dans cette école-là, et j'ai vu 4 personnes foncer sur lui pour lui baisser son pantalon pour voir ce que c'était être juif, et ce jour-là, j'ai pas eu le courage de le défendre. Et ça, je pense, ça a conditionné toute ma vie. Ah oui. C'est cet acte, entre guillemets, j'étais jeune, mais pas de lâcheté, mais de peur, qui a aussi conditionné mes combats pour la suite. Ce jour-là, je m'en suis... et c'est revenu comme une lame de fond, mais des années après, où ce jour-là, je m'en suis voulu. Et je me suis dit, plus jamais. Si je vois un jour un camarade, quelqu'un qui est victime de discrimination, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, il faut intervenir. Tant pis. Et puis, je préfère finir avec une patte en moins plutôt que debout, sans pouvoir me regarder. Et votre nom d'ailleurs, parce que LB, c'est le nom francisé. Oui. Non, mais moi, mon nom, c'est avec un Z à la fin, donc c'était pas la peine de jouer non plus. J'ai souffert. LB, à chaque rentrée scolaire. Ah oui, d'accord. Le jour de l'appel, je perdais 2 kilos, donc à un moment donné, je me dis, je vais arrêter avec ces conneries, je vais m'appeler LB. À refaire, j'aurais bien aimé garder ce nom, mais c'est compliqué en France, parce que... oui, c'est vrai. Et ta sœur, et ta mère, je l'ai entendu très souvent. Elle baise. Mais à refaire, oui, mais maintenant, comme tout le monde le sait, je m'en fous, mais
Oui, c'est important de garder aussi. C'est aussi si on m'avait davantage ancré dans ma culture, si on m'avait raconté davantage, peut-être que je n'y aurais même pas pensé, je l'aurais assumé. Ensuite, on évolue aussi avec l'âge. À 15 ans, on assume peut-être moins bien qu'après ce genre de blague. Exactement. Mais oui, bah évidemment, on est fragile, on a besoin d'être regardé avec bienveillance, et dès qu'on est on n'est pas encore là-dessus, on n'est pas dans... Non, on n'a pas ces défenses-là, c'est après qu'on devient... C'est ça qui est intéressant. Et justement, les séfarades, on a une vision très très cliché. Nous, c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast, c'est pour un peu déconstruire tout ça. Mais est-ce qu'il y a un cliché sur les séfarades que vous avez retrouvé et qui vous agace particulièrement ? Tous les clichés sont vrais. C'est pas faux. Et encore une fois, il faut les assumer. Oui, c'est vrai qu'on a cet aspect, mais moi, c'est ce qui me fait rire, c'est parfois notre lourdeur et notre façon d'appuyer les choses. Mais après tout... C'est ce qui fait qu'on a pu faire encore une fois, qu'on a pu raconter des histoires et des histoires drôles. Mais c'est vrai que on est un peu plus voyant, on est un peu moins discret dans l'absolu. Mais ça aussi, ces clichés-là, tant mieux, ça nous définit, ça nous raconte. Et on n'est pas tous. J'avais connu des séfarades qui étaient pires que des ashkénazes, et quand des ashkénazes essayent de nous imiter, c'est une catastrophe. Alors autant qu'on reste dans notre extravagance séfarade, c'est aussi une partie de nous. Moi j'ai beaucoup de tendresse, même parfois c'est vrai qu'on peut être dans les séfarades, ça peut être assez fatigant, assez lourd, mais moi j'ai beaucoup de tendresse et de bienveillance pour, on va dire, cet extrême-là, quoi. J'aime bien quand on est un peu comme... si je prenais les anciens films, vous savez, de Rému, et est-ce qu'il faut, à un moment donné, on leur a demandé de venir à Paris et d'effacer leur accent, de plus dire c'est haut chantant, on leur a dit il fallait tout rabaisser, il fallait se fondre. Bah moi, quand parfois les selfs ils font un peu trop de bruit, parfois c'est gênant, et en même temps je me dis merde, quand même, ça, on ressemble à personne d'autre, c'est quand même pas mal. Oui, et d'ailleurs, vous, qu'est-ce qu'il y a de plus séfarade en vous, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous rend fier dans votre bagage séfarade ? J'allais vous dire que c'est mon aspect séfarade, c'est plus dans cette bienveillance qu'on peut avoir quand on est ensemble, cette espèce cet aspect haut en couleur qui peut nous rassurer, qui nous fait sourire, mais je pense que c'est peut-être davantage mon identité aujourd'hui juive que séfarade, mais mon identité juive, elle est tellement dépendante de ma culture, de ce que j'ai, ma culture culinaire même, qui est profondément orientale et profondément séfarade, évidemment. Je vous dis franchement, j'ai peut-être plus d'affinité avec quelqu'un qui viendrait de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie dans sa culture qu'un Shken qui arrive de Pologne. Finalement, je partagerai les affinités à égalité, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souffre quand je vois qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de ligne de démarcation entre nos deux communautés, et je me dis merde, il y a tellement de choses en commun. C'est complètement fou qu'aujourd'hui on arrive à s'éloigner et à marquer cette ligne très fort de séparation. Mais pour autant, oui, quand je vais en Israël et que je tombe sur les Israéliens, je n'oublie jamais que je suis dans ma deuxième maison, mais que c'est pas ma première maison, je suis pas chez moi, je suis chez eux. Moi, j'ai pas un enfant, ou moi-même, je ne vais pas... je suis pas prêt à donner ma vie pour défendre mon pays, c'est la France. Donc je dis souvent à mes camarades français, quand ils reprochent un peu aux Israéliens leur accueil un peu, on va dire, frontal, ou un peu... Je dis, n'oubliez pas que vous êtes chez eux, et qu'eux sont prêts à donner leur vie pour défendre leur pays, et ils peuvent nous recevoir, parfois pas forcément avec cette élégance-là, peu importe. C'est ce qui fait qu'on a un deuxième pays, c'est grâce à des gens comme eux. Voilà. Juste sur Israël, parce que vous nous avez dit que c'est pas quelque chose qu'on vous a transmis. À partir de quand vous avez pris conscience du sionisme, ou en tout cas de la place d'Israël dans votre identité juive ? Quand j'ai eu conscience de mon judaïsme aussi. Quand je suis arrivé à Paris, que j'étais dans ce cours de théâtre où j'étais finalement encore une fois sans doute le seul juif, et on apprend finalement à s'interroger sur ce regard qu'on nous porte, comment on le construit, comment on l'équilibre, comment on le nourrit, et c'est en apprenant sur soi, sur d'où on vient, encore une fois, comme Michel Boujna, vous savez, oui, dont je suis très proche, qui a bâti très souvent son propos sur la transmission, quand on jette un bâton, il ne retombe jamais loin de l'arbre. Avec le temps, on apprend
bah oui, finalement, à assumer ce qu'on est, et parfois même, et Dieu sait si j'aime pas ce terme, mais en être fier. Comme a dit l'autre jour mon copain Yvan Attal, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je me sens encore plus juif, plus que jamais. Et puis, de toute façon, tant mieux, on n'a pas le choix. Et puis, si on avait pensé qu'on pouvait comme ça s'extraire, se fondre, on s'est encore bien trompé. Comme ça fait 4000 ans que ça dure, ce serait pas mal qu'on commence à le comprendre. Oui, enfin, c'est pas simple. Je pense qu'on sent tous qu'on est défini par notre judaïsme en ce moment comme première identité. Mais de toute façon, si on voulait absolument s'intégrer et disparaître, on nous ramène immédiatement de toute façon à ce que nous sommes. Donc autant l'assumer, puisque... Exactement. On va en parler après une petite pause musicale. On demande à tous nos invités une chanson qui leur évoque leurs racines orientales d'Afrique du Nord. Et vous avez choisi Orange Amer d'Enrico Macias. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? D'abord, Enrico Macias, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de mon ADN. Quand j'étais petit, mes parents avaient des 78 tours déjà d'Enrico Macias. Vous savez, on était une petite communauté, on avait notre histoire à nous de ces pieds noirs d'Algérie, elle était quand même pas très... On va dire que très peu de gens la connaissaient. En fait, c'était notre seul point de repère. Encore une fois, au cinéma, il y avait Arcadie, Daniel Saint-Amand qui écrivait ces histoires, qui nous racontait. Sinon, moi, je les aurais jamais connues. C'est quand le premier film que j'étais voir au cinéma avec mon grand-père, c'était Le Coup de Sirocco. Et d'un coup, je voyais des gens qui parlaient comme nous, qui avait la même... Hanin ressemble à mon grand-père, Marthe Villalonga à ma grand-mère. Je me dis, je suis pas seul. Moi, j'ai grandi à Strasbourg, pas dans ma communauté. Je savais pas qu'il y avait d'autres gens comme moi. Donc, vous voyez, le pouvoir aussi de la culture et du cinéma pour nous... pour nous retrouver. C'est un pouvoir fou. Et de la même façon, en chanson, c'était Enrico Macias et Basta Così. Il y avait... il y avait, comment il s'appelle, son beau-père, Cheikh Raymond. Cheikh Raymond. C'était quand j'étais plus jeune, j'écoutais ça. Oui, ça fait partie réellement de mon ADN. Alors, Les Oranges Amères, c'est parce que je sais que c'est un album qu'il a fait avec son fils que j'aime beaucoup. Et que c'est une version un peu moderne. Il y avait quelque chose, c'est le retour d'Enrico aussi sur le devant. Donc, ça me parle aussi. Mais quelle que soit la chanson d'Enrico Macias, pour moi, c'est mon enfance. Je pense qu'on est assez nombreux à le ressentir comme ça. On va l'écouter. Et justement, on va l'écouter. Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues, les champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme, et sous le voile d'une moustiquaire, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu, les noyaux d'abricots, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampes et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son tank, l'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères,
et l'odeur des oranges jamais. 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 C'était un petit voyage en Algérie, un pays dont vous nous avez parlé, mais est-ce que vous y êtes déjà allé? Non. Quel est votre lien physique, géographique? Moi, on a un lien avec l'Algérie très fort. Moi, c'est un pays qui me bouleverse. Les gens qui ont été là-bas, j'ai pas eu cette chance. On devait le faire il y a 3 ans avec des étudiants de Sciences Po qui devaient faire le voyage. Ouais, ça aurait été utile aujourd'hui. Ouais. Et puis tout a été très compliqué avec les autorités algériennes, mais c'est un pays qui résonne. J'adore. Je vais très souvent au Maroc. Je connais bien la Tunisie. Il y a quelque chose de proche, de par ma culture, évidemment. Mais l'Algérie, c'est encore un autre pays. Là, par exemple, moi, un de mes chanteurs préférés avec Enrico, c'est Rachid Taha. Parce que d'abord, Rachid, j'aimais beaucoup ses discours, ses propos. Mais surtout, il y a quelque chose dans ce pays, l'Algérie. Oui, il y a une partie de moi là-bas. Je suis le peuple algérien quand je les entends parler dans ce français. Il y a quelque chose je sais que quel divorce terrible. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir une histoire beaucoup plus belle. Mais j'ai un attachement profond. Et un jour j'y retournerai, mais j'ai un attachement profond pour ce pays. Je sais pas, ça doit être quelque chose de viscéral. C'est intéressant que vous disiez que vous alliez y retourner alors que vous n'y êtes jamais allé. Oui. Et oui. Oui, mais vous savez, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a une partie de notre corps il y a quelque chose qui s'inscrit dans je sais, il y a la mémoire du corps, comme on dit, la mémoire des siècles. Je sais que toute ma famille, c'est là-bas qu'elle s'est construite. Je pense qu'il y a quelque chose qui va résonner. Vous savez, que toutes ces histoires qu'on a entendues, où finalement on pense qu'on invente sa vie et son futur, et en fait que reproduire son passé. J'ai lu récemment, je ne sais pas si vous avez lu La carte postale, ou je pense aussi au bouquin de Grimbert. Comment il s'appelle ? Un secret ? Non. Oui. Vous savez, on choisit le nom de son ami, de son petit frère imaginaire, et puis on se rend compte que c'était le vrai prénom de son frère qui avait été assassiné. Dans la carte postale, de la même façon, on donne le nom d'un héros à quelqu'un qui a vraiment existé dans le passé. Alors, vous savez, moi je suis pas du tout, j'allais dire heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais j'ai un grand respect pour la religion, mais j'ai pas été éduqué dans la foi. Mais avec le temps, avec l'âge, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont définies et écrites. Et bon, pour quelqu'un presque d'athéiste comme moi, c'est compliqué à entrevoir. Et pourtant, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, au-dessus de nous, c'est des choses écrites. Et en fait, nous, on reprend juste le texte. Parfois, on nous confie un stylo et on reprend l'écriture, mais faut pas penser que c'est nous qui avons acheté ce bouquin et ces pages blanches, c'est pas nous qui les avons décidées. Il y a déjà des pages qui ont été noircies à travers les siècles, à travers les civilisations, et je sais qu'il y a des choses qui résonnent, qui nous dépassent. Alors, vous n'êtes jamais allé en Algérie, mais est-ce que vous parlez l'arabe ou est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ça fait partie de votre héritage, la langue arabe? Oui. Oui, vous le parlez? Oui, mais même, je parle pas arabe vraiment, mais je baragouine, je comprends un peu, et ça fait partie pour moi, c'est comme apprendre une chanson de Sardou, ou une chanson de qui vous voulez, ces mots-là, c'est ce qui nous relie, ce qui nous définit, c'est notre petit Madeleine de Proust notre petite aussi. Madeleine, exactement, Madeleine de Proust, notre petite, on va dire, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître, c'est nos petits bracelets, c'est de se dire, oui, il y a quelque chose de très fort à travers ça. Non, mais c'est fou, encore une fois, c'est notre culture, voilà. Oui, mais justement, alors, est-ce que vous vous définissez comme un juif arabe? C'est une question qu'on aime bien poser ici, en fait. Et qui n'est pas évidente. Oui. Et je vous dis ça assez clairement et assez simplement. Juif arabe parce que quand je vois cette culture, et puis il suffit de se rendre, on va pas se mentir, à une bar mitzvah, dès qu'ils nous balancent Raya et ce genre de chansons, on est tous debout. Donc vous voyez bien que c'est pas vrai. moi qui avance, c'est à l'intérieur de notre chair, de quelque chose qui résonne immédiatement. Et puis voyons nos ancêtres, nos arrière-grands-parents, regardez les photos. Faut être fort pour savoir s'ils sont juifs ou arabes. Non, mais c'est vrai. Le plus drôle, c'est quand ils disaient qu'ils étaient français. Oui, c'est ça. En plus, français, on dit oui, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est un peu double peine, quoi. C'est de se dire, c'est fou, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression
finalement de plus définir ni en tant que Français, ni en tant qu'on va dire orientaux, alors qu'on est un peu de tout ça. C'est notre richesse. C'est notre richesse, c'est en fait d'être toujours vu parfois un peu de travers. C'est ce qui nous définit aussi. Vous savez, c'est notre résistance aussi qui nous a renforcés. J'ai entendu ou lu dans une interview que vous regrettiez le temps de la fraternité. Les choses ont changé selon vous. Est-ce que vous êtes inquiet pour les Juifs aujourd'hui ? Non, je ne suis pas inquiet, je suis terrorisé. Il faudrait être sourd, aveugle pour ne pas le comprendre. Mais évidemment, je suis très inquiet. Je suis inquiet par la dérive et par le débat en France qui évidemment, qui a toujours été assez, et là c'est très prétentieux de dire ça, mais que je trouve assez médiocre de façon générale. En l'occurrence sur nous, sur notre communauté, sur l'avenir qu'on peut avoir ici en France, on exprime tous une énorme inquiétude. Je le formule au micro, mais c'est ce que tout le monde pense, évidemment. Mais il y a aussi une grande, comment dirais-je, j'ai confiance dans les institutions de notre pays, j'ai confiance en la France, mais je suis évidemment consterné parfois, le mot est pas trop fort, par le débat qui est organisé autour de tout ça. On est dans une époque, évidemment, où il faut choisir son camp, il faut être pour ou contre, on n'a plus le droit de... Même, il n'y a pas un édito de journaliste il n'y a plus de neutralité, on est tout de suite on doit choisir son camp en permanence. Alors évidemment, nous, on est les grands perdants, parce que notre narratif, il est moins instruit, il est moins construit, il est moins nourri que les autres depuis 30 ans. C'est clair, là-dessus, on est perdants. Pour autant, je sais pas. Il y a quelque chose il y a une petite lumière au-dessus qui me dit à un moment donné, les masques tombent et la vérité finit toujours par percer. Ça met du temps, là on est dans les ténèbres aujourd'hui, parce que on a l'impression de vivre un cauchemar, de se dire, vous savez, c'est l'autre jour je discutais avec BHL et je disais, c'est un peu comme si, parce que j'étais voir vous savez, le documentaire qu'a produit Arthur sur le supernova. Et en fait, on regarde je vais être très bête, quand je vous dis ça, vous couperez peut-être, mais quand on regarde les terroristes filmés avec leur GoPro, qui sont quand même assez flippants dans leur apparence, et quand je vois ces gamins qui nous ressemblent évidemment, tous ces gens, je me dis, c'est comme ça on vous racontait Blanche-Neige, là, ou Cendrillon, et que d'un coup, il y a la terre entière qui était pour la sorcière, et on lui donnait raison de nous foutre une pomme pourrie dans la gueule pour empoisonner Je dis, mais... Je comprends pas, vous voyez bien que... je veux dire, alors l'excuse, c'est oui, mais elle est vieille, elle est moche, c'est normal qu'elle soit méchante et qu'elle ait besoin de se venger. Oui, mais de l'autre côté, elle a rien demandé, la princesse, elle a fait que du bien autour d'elle, elle a été... Oui, mais bon, c'est pas le propos. C'est ça, pour moi, c'est comme si on choisissait ce visage-là, du mal, la perversion. C'est fou. C'est complètement dingue pour nous. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, quand on dit ça, on nous accuse d'être parano. C'est toujours mais ça c'est vieux comme le monde, c'est d'agiter ses peurs, on nous dit c'est un fantasme. Et aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui la vérité, avant c'était le baromètre absolu, on disait toujours à un moment donné, la vérité finit par percer, puis les escrocs vont être... Mais aujourd'hui, vous avez des dirigeants dans ce monde où... on peut voir sous nos yeux une tour s'écrouler. Aujourd'hui, Trump pourrait dire non, elle s'est pas écroulée, c'est pas vrai. La vérité, on peut l'opposer aujourd'hui immédiatement avec une contre-vérité, et elle a autant de poids que la vérité. Donc c'est très compliqué d'être dans le débat d'idées, parce que aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus de dialogue. Regardez, dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, c'est chacun expose ça se hurle dessus, mais il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue. Aujourd'hui, et à cause des réseaux, on est chacun dans son camp retranché, et nous aussi. Nous aussi, on a notre algorithme, on a notre narratif. Nous aussi, on refuse parfois de voir des images de souffrance, des victimes bombardées. Nous aussi, on est dans il faut aller chercher très profond notre humanisme, notre humanité, notre universalisme de juifs, pour avoir un peu de compassion et d'empathie, parce que c'est vrai qu'on est tellement bafoué aujourd'hui qu'on se protège et qu'on n'a plus envie Sauf que ça voudrait dire qu'on a un peu perdu et qu'ils ont un peu gagné aussi. C'est normal qu'on soit poussé dans nos retranchements, mais il ne faut pas qu'on oublie ce que nous sommes. Ça veut dire cet universalisme absolu. Et même s'il en reste qu'un comme nous, il faudra le défendre. Mais c'est vrai que c'est quand même, comment dirais-je, il y a quelque chose au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Il y a une espèce de voile sombre. On essaye d'être résilient, de reprendre le fil, de renouer. Mais il y a quand même quelque chose là qui est comme ça... une espèce de soupape, de chape de plomb, comme ça, qui est au-dessus de nos têtes, et qui va laisser une trace, je pense, indélébile. En Israël, j'en parle même pas, ceux que j'ai rencontrés sont très, très, très traumatisés et très inquiets. Quant à nous, ici, notre diaspora,
qui est quand même très importante. Et la diaspora mondiale, et parfois, vous savez, je reprochais aussi aux dirigeants israéliens de venir pour nous demander de faire une alia, mais aujourd'hui, j'ai discuté avec beaucoup d'Israéliens qui ont réalisé à quel point, en tout cas, ils étaient très touchés par l'accueil des Français et par la réponse de la diaspora qui est venue aider. Ils n'avaient pas réalisé à quel point on était proche d'eux. Vous voyez, c'est quand même fou, hein. Il nous a fallu ça pour finalement se rapprocher, en tout cas eux de leur point de vue, de se sentir proches de nous. Mais vous étiez déjà engagé sur les questions d'antisémitisme et pour la communauté, beaucoup, vous êtes énormément engagé. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous le 7 octobre, ce qui s'est passé ? Oui, ça a changé. Ça a changé, on n'a pas appris, je pense qu'aucun d'entre nous n'est tombé du 17e étage en disant « Quoi ? Ils n'aiment pas les Juifs aujourd'hui ?» Bah oui. Non, c'est sûr qu'on n'a pas une méga cote depuis quand même 4 siècles. Il faudrait peut-être se réveiller là, il faut accepter ça. Encore une fois, c'est ce qui nous définit. C'est aussi la question juive, elle est là. C'est encore une question par une autre question. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on ne nous aime pas? Alors que, comme dirait Badinter, quand on lui a remis le prix Scopus de l'université il y a quelques années, là, notre fierté, c'est d'avoir amené une dizaine et dizaines de prix Nobel sur les 130, on en a peut-être 70, c'est d'avoir fait avancer l'humanité, c'est pas d'attendre le Messie. Donc évidemment, encore une fois, on comprend pas pourquoi ils choisissent la sorcière et pas nous. C'est fou. On est toujours étonnés. On est toujours étonnés. Pour autant, qu'est-ce qui a changé pour moi? En toute sincérité, je suis, comment dirais-je, un peu triste et déçu, ou on peut dire déçu. Et j'aime pas ce terme, la déception c'est un terme très fort, on dit jamais à un enfant tu m'as déçu, pour ne pas le... là je suis déçu. Je pensais que une partie de nos compatriotes français, je pense à tous ceux qui siègent à l'Académie française, ces gens-là qui avaient des plumes acerbes, qui avaient des plumes qui faisaient avancer le monde, qui pouvaient anticiper, je les ai trouvés je parle pas de mes camarades dans mon métier, le silence, vous savez, je m'en fous. On fait un métier qui, comme dans la rue, on est très frivole, on a des opinions, on va défendre quelqu'un, le lendemain on oublie. Évidemment, ça peut faire sourire à certains endroits, on peut se couper une mèche derrière la tête pour défendre les familles iraniennes. Aujourd'hui, il faudrait se raser la tête pour les familles iraniennes, tellement c'est grave, et là, il n'y a plus personne. Donc on va dire que cette espèce de manque, entre guillemets, de courage ou de parti pris, que les gens de mon métier, ce silence qu'on peut reprocher à certains de mes camarades aussi juifs, ce débat-là, je m'en fous un peu. Aujourd'hui, je m'en fous. Parfois, il fait du bien. C'est bien quand on sort du bois et qu'on parle. J'imagine que moi, j'ai dû aussi faire du bien quand je prends la parole, mais je le fais pas pour ça. Je le fais parce qu'on n'a pas... c'est un cri du cœur, mais là où je suis déçu, c'est ce pays qui est pour moi le pays des droits de l'homme. Et finalement, comme j'étais déçu de nos institutions qui nous ont définis comme l'ONU, où aujourd'hui on fout pour présider au Conseil des droits de l'homme ou des femmes, on met des Iraniens, enfin bon, c'est n'importe quoi. C'est complètement fou, on vit un truc complètement dingue, on dirait vraiment une histoire drôle, quoi. On se dit à un moment donné, il y aura une chute, et j'attends la chute. Il n'y a toujours pas de chute. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est absurde. Non, mais c'est absurde, mais c'est vrai qu'après... Mais on se sent dans l'attente, quand même. Mais parce qu'on se sent dans la vérité. On attend qu'un jour, depuis qu'on est petit, on nous a dit la vérité. Finit par... on attend la vérité, on la connaît la vérité, on s'approche de la vérité, mais on n'y est pas. Mais évidemment qu'on attend, parce que ça peut pas... À un moment donné, on peut pas... Je ne pense pas qu'on soit fou, mais on voit bien qu'on ne se trompe pas en attendant cette vérité-là qui va finir par arriver. Mais oui, ma déception est profonde, ma douleur est profonde, il y aura un avant, un après aussi, parce que j'ai senti qu'on rentrait de plein pied dans une nouvelle époque, qui est une époque très clivante, où on nous demande définitivement on n'a jamais parlé autant dans mon métier de vivre ensemble, alors qu'on n'a jamais été aussi clivés, aussi les uns contre les autres. Et moi, je vois dans mon métier, on va parler précisément, j'ai eu des ruptures, j'ai eu des divorces à l'amiable ou plus sévères, mais je sais être patient, je sais qu'il faut parfois prendre chacun un par un pour essayer de pas rompre le dialogue, d'essayer d'éduquer, d'apprendre soi-même aussi. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis sur mes gardes, je suis un peu irradié et j'ai plus forcément envie de tendre la main. Je l'ai déjà dit une fois dans une émission ici, mais c'est vrai que j'ai plus envie de me protéger, de nous protéger, notre communauté. Et c'est le danger, il faut qu'on continue à faire ce chemin-là. Mais alors dans ces cas-là, il va me falloir un peu plus de force. Et pour nous donner un peu plus de force, il faut qu'on nous donne un peu de force. Aujourd'hui, si on se sent totalement seul, je ne dirais pas complètement abandonné, ce serait injuste, mais on se sent quand même... Presque.
Bah, vous savez, quand vous faites... puisqu'on va parler d'Israël, puisque vous savez, finalement, l'antisémitisme, on disait on peut être antisioniste et pas antisémite, mais finalement, on s'en a compris que c'était le faux nez de l'antisémitisme, et puis s'il fallait encore amener des preuves aujourd'hui, faut que vraiment ça se fout de notre gueule. Et ben oui, quand je vois un peu j'ai vécu moi, dans mon travail des gens qui n'ont pas voulu aller faire une tournée en Israël parce qu'ils étaient contre la politique du pays. Il a fallu affronter tout d'un coup le boycott de ce pays de cœur et de devoir quand même continuer, comprendre, essayer de comprendre. Et puis après le 7, je comprends moins. Après le 7, je veux dire, c'était pas sortir du bois, c'était pas avoir du courage que de condamner l'ignominie, l'horreur absolue. Et ceux qui l'ont pas fait, ben oui, je leur en veux et je leur en voudrais, je pense, à vie. Et j'aime pas être dans ce code. Mais là, écoutez, on a vécu un moment de l'histoire qui est comme un des plus douloureux de notre histoire. Comment voulez-vous qu'après on passe l'éponge et qu'on dit non, mais ils peuvent pas, Israël c'est loin, ils peuvent pas comprendre. Non, on va parler de ce qui nous est arrivé nous dans notre communauté ici, dans notre diaspora en France. On est clairement impacté. C'est quand même fou de devoir surveiller son langage quand on prend un taxi, de devoir changer de nom quand on commande à manger. Moi, mais des gens avec qui je travaille ont tous changé leur nom, rentré leur mezouza. Il y a une crainte, il y a quand même une peur permanente de ce que nous sommes. Donc, moi, je leur en veux de pas nous défendre. Vous parlez de tout ça avec vos enfants ? Oui, évidemment, mais évidemment que j'en parle. Après, ça m'apprend aussi beaucoup. Ils sont beaucoup moins impactés que nous. Eux, c'est leur réalité. Eux, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont entendu parler d'Halimi, de Mera. Ils ont grandi avec ça. Nous, on est une génération qui avons grandi avec le touche pas à mon pote. On a grandi avec la possibilité des communautés ensemble. On a grandi avec cette liaison sublime qui était, on va dire, bleu-blanc-bleu, tout ça, qui était finalement un fantasme de communicants. Peut-être plus qu'une vraie réalité sur le terrain, mais on y a cru. Donc moi, j'ai jamais eu, on m'a jamais traité de sale juif. J'ai jamais été victime d'antisémitisme quand j'étais plus jeune. J'ai vu des regards, j'ai vu des choses, mais j'ai senti qu'on était un peu à part. Mais j'ai pas. À un moment donné, on n'est pas au pays de oui. C'est normal que ce qui est différent peut être rejeté au début. Faut pas s'en étonner tout le temps. Mais les jeunes d'aujourd'hui, finalement, ce qui arrive là depuis le 7. Je les sens perturbés, mais pas comme nous. Ils sont beaucoup plus résilients, ils sont beaucoup plus, même dans l'écoute et même dans la main tendue encore. Donc, quand je vois leurs amis et tout, c'est pas comme nous. Nous, on s'est un peu repliés là. Eux, non, moins. Tant mieux, hein. peut-être. Oui, voilà, un petit message peut-être d'espoir. que c'est tant mieux, oui. Moi, je me dis qu'un peu d'insouciance et d'espoir, c'est pas si mal en ce moment. Oui, mais vous savez, il y a 15 jours, je suis parti emmener toute ma petite famille pour un devoir mémoriel. On a été en Pologne visiter Birkenau et Auschwitz et tout. Et ben voilà, je trouve ça important qu'ils connaissent cette histoire et qu'on n'oublie pas. Mais nous, je sais pas, on a une façon d'affronter les choses qui est de fait de nos parents, qui nous ont laissé des choses un peu plus lourdes. Et nous, on a allégé nos enfants. Donc tant mieux qu'ils soient un peu plus moins impactés que nous et moins flippés de tout ça. Tant mieux. Nous, ils ont moins peur. Oui, je pense qu'ils ont moins peur. C'est leur réalité. Ce qui est à la fois rassurant et très triste. Évidemment. Et vous leur avez transmis l'Algérie, cette histoire algérienne de votre famille et le divorce? Vous savez, moi j'ai vécu longtemps avec une Tunisienne, donc il y a toujours eu un conflit d'intérêts. J'aimerais pas être à la place de mon fils, parce qu'en fait on a toujours vendu, à travers la bouffe, sur le nom par exemple des plats, il y a eu toujours un gros clivage entre la partie... Vous connaissez ce croquis là, la partie shken, marocaine, algérienne, tunisienne, ça, oui. C'est quand même des petits camemberts. Il y a des petits schémas sur ce que c'est un Marocain, un Algérien, un Tunisien et un Ashkénaze. Alors évidemment, pour vous donner une idée, tout ce qui est Marocain, Tunisien, Algérien, les croquis sont en couleur, Ashkénaze c'est en noir et blanc. Donc, mais je vous enverrai le truc, c'est très drôle, mais c'est assez juste. Donc eux, ils se sentent algériens, ils se sentent séfarades? Oui, ils se sentent... chez moi un peu plus tunisien, là finalement j'ai perdu le combat. Voilà, je vous dis, c'est la partie tunisienne qui l'a emporté. C'est pas mal aussi. C'est la nourriture. Mais moi aussi pareil, vous voyez, ça aussi, moi j'avais une belle famille qui habite encore en Tunisie. Et quand je vais là-bas, il y a quelque chose aussi qui
me bouleverse, qui me parle. C'est terrible. Il y a quelque chose. Et quand je vais au Maroc, quand on dit je vais au bled et que je parlais déjà quand il y avait les différents conflits à l'époque en Israël, je parlais avec mes copains musulmans, rebeux. Je voyais bien que c'était terrible parce qu'on avait l'impression d'être les mêmes et de partager cette culture. Donc à l'époque, aujourd'hui, je sais pas. On va terminer là-dessus. C'est à la fois réjouissant et inquiétant, mais on ne sait pas. Je crois qu'on ne sait pas. Vous savez, on ne sait pas. Finalement, je crois que c'est notre histoire, c'est de ne pas savoir. Notre drame, c'est de ne pas avoir su. Mais là, comme on a su et que je pense que pour avancer aujourd'hui, il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se cacher, il faut assumer, il faut avancer. Il faut essayer autant que faire se peut d'avoir le courage d'être ce que nous sommes. Par respect pour tous ceux qui ont vécu 4000 ans d'errance, il faut se dire que peut-être que nous aussi, on va être amenés un jour, peut-être, à prendre notre bâton et puis d'aller traverser, courir la route. Et alors, si c'est notre histoire, peut-être que dans 1000 ans, on dira oui, et on s'en fout. Oui, ce sera une histoire juive de plus. De plus. Merci beaucoup Pascal Elbé d'être venu nous raconter votre histoire séfarade. Avant de vous quitter, vous nous avez dit que vous attaquiez un tournage qui vous tenait à cœur. Vous allez être réalisateur, acteur dans votre prochain film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors c'est un film c'est une comédie... pas vraiment une grosse comédie, mais c'est une comédie, une tragicomédie qui se passe pendant la Seconde Guerre. Il sera question de transmission et en fait ce sera l'histoire d'un personnage qui sera joué par Benoît Poulvorde, qui s'appelle Chevalin, et qui en 1940, dans sa campagne, pense que pour s'en sortir dans la guerre, finalement, si il prenait un nom juif, peut-être qu'ils s'en sortiront un peu mieux parce qu'ils ont le bras long et qu'ils ont l'habitude des drames, qu'ils s'en sortent toujours. Donc peut-être que si on se faisait des faux papiers comme juifs, on va peut-être mieux traverser cette guerre, vu qu'ils s'en sortent toujours. Voilà, on ne sait pas si on en rit ou pas, mais en tout cas, on a hâte de le découvrir. Bon tournage. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Pascal Elbé. Merci à vous. La vérité si je m'en plus est un podcast produit par Nulune, de Elisa Azeguiberlac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias Charouk.